Bonjour. On est ravis de vous accueillir pour cette session activité physique et promotion de la santé. Je ne vais pas vous faire une introduction très longue parce qu'il y a de nombreux intervenants qui ont des choses extrêmement intéressantes à partager avec vous. Donc on va leur laisser le maximum de temps. Vous aurez tout loisir de leur poser des questions après leur intervention. Et donc on va commencer presque tout de suite par l'intervention du professeur Fiona Bull, qui est programme manager à l'OMS et qui va vous présenter la stratégie mondiale pour promouvoir l'activité physique et une activité physique, si possible, favorable à la santé. Donc je vais lui laisser tout de suite la parole. Fiona, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, good afternoon. Thank you very much for this invitation to come and join you for this session. It's a great honor to be here to bring the news and information from WHO. I apologize, my French is not good enough to speak and present in French, so I hope you're all now getting adjustment translation if you need that. Over the next 20 minutes, I'm going to be introducing the work on global physical activity, and I hope to make reference to how the work and opportunity in France can contribute not only to increasing physical activity in France and health and well-being in the French population, but of course also help globally with the agenda that we have. So in my presentation, I will be looking at where physical activity as a public health issue sits within the global landscape. I'll then be introducing the most recent work where member states called for a new global action plan, and we'll find out why and what that new global action plan says. I'll tell you about the launch and the work we've done to disseminate this, of which this meeting is one, and of course then what the challenges are as we go forward. And for France, what does it mean in implementation? So for those of you who are relatively new to the area of physical activity, this slide is a little cryptic. It summarizes the epidemiology of physical activity as a public health issue in a couple of pictures. On the right, you see the US Surgeon General's report, a landmark consensus document on the importance of physical activity. How we got to that in 1996 was decades of research that explored the importance of physical activity, exercise, fitness for cardiovascular, for cancer prevention, for diabetes prevention, and for health and well-being and many, many aspects of it. The two pictures on the left are symbolic because they represent the focus of two of the earliest pieces of research. And I don't have time to go into that research right now, but I'd be happy to tell you about it if you're not familiar. But the clue here is by studying people who are active at work, whether they're busmen or bus drivers, or working on the ships, loading the ships with their goods and being very physically active versus working in the office, were the origins of this field. Where this field has got to is an enormous evidence base showing the strong, consistent benefits of being more active and less sitting towards our health and well-being. I'm summarizing it here in just words because you can scan and see physical, mental, and social health benefits. A very large evidence base underlies that. And I'm showing just one graph that the relationship shows the more active you are, you reduce your risks of disease and illness. And we're looking here at all-cause mortality, a meta-analysis which shows that direction.
What's important by this slide is where that dotted line is showing you that we've identified an optimal level of physical activity, where the most benefits for most diseases and prevention of those diseases lie. And that's why we have global recommendations in countries like France on how much is good for health. And it sits at 150 minutes a week. 5 times 30 has been used, 30 minutes a day, 5 days a week, as an approximation and a more palatable 150 minutes a week. And yes, it can be moderate or vigorous or combinations of both. And I'm showing you the front cover of The Lancet, which has endorsed this science, building on the Surgeon General's report of years earlier. This science, because that was 2012 and 2014 Lancet specials, have actually just been reviewed. And in 2018, the US released their latest evidence, 2 years' worth of work, showing again, across health outcomes, across levels of physical activity in men and women, in young and old, starting later in life and being more active, it is consistently helping reduce disease and improve health and well-being. To the point that you will be hearing a lot more about the US new initiative called Active People, Active Nation. I mention this because France is on the cusp of new work in this area, which I hope you'll all be involved in, as health and sport and all other government departments and the community work to make France an active nation like US and many other countries. In the bigger picture, coming from WHO, where does physical activity fit in our priorities? And this slide, for those unfamiliar with the field, shows some of the landmark documents. In the top left, in 1998, WHO responded with a healthy living policy. I don't know if anyone in this audience remembers that. I vaguely do. I was graduating with my PhD around that time. Well, it came and went. And now we have, in 2004, the first global strategy on physical activity and diet. That also has come and gone. A little bit happened with documents about what we should do and how to do it, but I don't think it made a big impact, as the data will show. We have guidelines in 2010, and if you can do the maths, that was 1996, the Surgeon General's report, but it took till 2010 before global guidelines were made. Global policy can be slow, too slow. But here we are with global guidelines and an existing policy. Outside of WHO and the global community, and the scientific community was very busy with advocacy documents. You can see the Toronto Charter, the 7 investments, evidence from the sort of research going on in institutions across France and elsewhere was showing us how to implement effective programs. And civil society introduced those. Then we have the Political Declaration of 2011, the UN political meeting on the importance of NCDs, and that led to the NCD action plan you can see on the bottom right. Why does that matter? Because that action plan had physical activity as one of the 4 key risk factors. It also set a goal, 10% reduction in physical inactivity, and we can be positive, physical activity going up by 10%, and that goal was set for 2025, along with 7 or 8 other goals to improve health and well-being and prevent non-communicable diseases. Outside, and since then, there's been continuing work on physical activity, and I show you these to emphasize the links physical activity has with transport, a special issue: urban design, transport, and health. And in that special issue, it is full of walking and cycling. Better communities, more walking and cycling, more physical activity, better health. Physical health, but also sustainable communities, less air pollution, etc., less congestion. So whether it's the health outcomes, the transport and urban planning link, or on the latter side, you can see one with the most recently obesity and climate change, which is also full of the importance of physical activity. Evidence is strong, calling for action,
And that is why we are here talking about the Global Action Plan. All of these benefits, which are outside of just cardiovascular, diabetes, and cancer prevention, as important as they are. And you can see here again, we can create jobs through creating more opportunities for physical activity. You can sell more bicycles, more walking programs, more recreation and gyms, more swimming. There are jobs in creation, tourism, for example. And you can see the impact I've mentioned on city health. Why is that important? Because those other benefits that can come through physical activity and because of physical activity are very linked with achieving the SDGs, the Sustainable Development Goals, which have 1/3 reduction of prevention, 1/3 reduction of premature deaths from non-communicable diseases. We're only going to achieve that if we can work on tobacco, on diet, on alcohol, and on physical activity. And that was the message at the most recent UN high-level political meeting held in 2018. Remember, I mentioned we met in 2011. We set the stage. In 2014, we met again and talked about the problems, France, the ministries across Europe, across the world. And the message is, it's time to deliver on what we're saying, time to act. 71% of deaths are caused by non-communicable diseases, 15 million of which are in an age group of productive lives, workers, parents, brothers and sisters. These are important lives that can be prevented, or deaths that can be prevented by our interventions early and better community design and prevention and health promotion. Does that matter? Very quickly, let me show you the global picture. 28% of the globe are inactive. That's 1 in 4 adults do not meet that 150 I've just introduced, and these data are in the Lancet Global Health. What does that look like when we look around the world at different groupings of countries? On the far left, you see the countries with the highest levels. You can see that it's the Caribbean and South America. You can see high-income Western. That's Europe. That's here. And neighboring countries. High-income Asia. That's Japan and Korea and other Asian, high-income Asian countries. It's only in Southeast Asia and Oceania we start to see the lower levels. So behind the 28%, it can reach much higher in some regions. This data, you will not be able to read the countries, but France is the one in blue with the arrow, because this is Europe. Some countries aren't even measuring it, it being physical activity. They have no data at the top. But of the countries, the vast majority that are measuring physical activity, you can see the variation within the region. And this variation is there in other regions too. France sits at about the average. Look at the gender gap. Green is women, blue is men. There's been consistently a gender map, and these data are estimates tracking trend over time from 2001. We have a problem, it's large, and we have inequalities. Women are less active, less benefits are being provided and gained by women of all ages for physical activity or from physical activity. Let's look at those information combined very quickly. You're looking at the same groupings across the period of 2001 to 2016, and you can see a fascinating picture where each region is a little different. High and going up, high and plateauing, a little lower and maybe going down. And this is my challenge. In each region, there is great variation, but largely, most regions need to do more to promote physical activity. And in those regions where it's increasing, it is an absolute urgency to act. And lastly, on these data, we look at the trend in high-income countries. And Europe is particularly evident in many countries. As time progresses, urbanization, globalization, technology, change in work, change in travel, we're seeing all of these impact on physical activity levels, and they're shown here in the inactivity increasing. That's why we needed a global action plan. Member states, the countries of the UN, World Health Organization, asked us to develop it.
Best evidence, latest science, and link with the SDG agenda. We did this in consultation, a process that countries should use. Consult and build partnerships with everyone involved in sport, physical activity, and health, for all the reasons, across transport, across urban design. And so you can't see the details here, but it's important to communicate from me to you and in France to others. This is about everyone being involved, helping with the very best evidence and science to what we should do in practice. We then drafted and consulted through all the usual ways, including Twitter and webinars and consultation surveys. And then we consulted in person, going round the globe to regions, meeting and talking to find out what should be done, can be done, and how. And these are pictures from the workshops held in various regions. I've mentioned the consultation that were done across public health, surveys done of public health institutes, of HEPA network, of other organisations as well as individuals. And many thanks to those involved and if you contributed. And finally, last year, and in fact, it's a very interesting week for us because it was last World Health Assembly, May 2018, we completed, and on this occasion, full endorsement by the countries to the action plan, along with 5 requests. And these, I think, will be very familiar to the situation and possible asks of France. We now need to help countries implement what I'm about to show you. We need to have some monitoring and indicators. Can we see success? We need to have good reporting, and we can see on number 5, report back to the World Health Assembly, and an opportunity for a global status report, and update those guidelines from 2010. It's 2019 now. We need new global guidelines, and we've already started. So what is the action plan? Very briefly, we set a goal to not only increase physical activity by 10% by 2025, you remember that one set in 2011, we've extended out to 2030. So we have 10.5 years to get to 2030 and achieve this goal. We have 4 policy action areas, 4 areas where we collectively need to implement effective solutions. Let's have a look at them. The first is changing the knowledge, attitudes, values, and basically where physical activity fits into our life. I could ask you, have you been active today? In the last week, have you done 150 minutes? Now in France and Paris, I know you walk a lot. You're also a health community. Some of you might be students. You might be some of the most active and healthy, or maybe not, because we're too busy with work, long days, long commutes. But this is, where does physical activity fit? Let me be provocative. On the left, when you see some stairs, do you use them? Or do you take the lift, or the elevator or escalator? On the right, are you one of those commuters that's cycling or walking? I've just come from a cycling conference, and I put this slide in to speak to that audience in particular. The thing is that in our culture today, around the world, physical activity is seen as something other people do, or sport, competitive, professional, high intensity. Or it's seen as, I haven't got time, I'll do it later, and that later never happens. We need to do 2 things in particular, and that is promote and educate through national campaigns and run events to get people back involved, help people to engage, have fun and enjoy. And you're seeing pictures here focused on cycling because of my presentation just yesterday, but highly relevant. We need to promote that for the mobility, sustainable mobility, and all the other reasons for health, etc. In the area number 2, it speaks to the environments, the cities. Now, traditional design did encourage us to walk. The proximity here in Paris of shops, of homes to where we work enables walking. But we know that elsewhere and outside in the perimeter of Paris and other cities, cities are growing, encouraging commuting by cars. Whether it's the suburbs or whether it's in a city, we need to have community design that actually helps walking and cycling.
It's not just in high-income countries where sprawl is the problem. My work takes me to think about low-income countries, where actually it's the absence, it's the poor quality that means that walking and cycling and play and sport are not possible with parks. And that's true in high-income countries too, in the most deprived areas. And we need to think about all of these issues, as well as the displaced persons. Air pollution and congestion are our enemies for promoting walking and cycling. We need to think about these. We must act on them. And the Global Action Plan calls for better urban design for walking and cycling, more walking and cycling infrastructure, address road safety so we can improve the fatality rates because it is pedestrians and cyclists that suffer, and improve personal safety so that people are comfortable and safe walking and cycling. We know how to do all of that. Many examples across Europe and elsewhere on how to do this. So we need to take the science on urban design to the guidance tools, to the healthy city networks I know you have in France, to implement it in practice across the country, not just in Paris or Lyon or other leading cities, but in all communities. And lastly, or thirdly, the policy programs. Here we recommend the sorts of things that many of you are working on, whether it's in the sports clubs, the schools, the hospitals and healthcare, or the workplace, with particular priority populations. But doing this without the environment and without the campaigns is only part of the solution. We need all of the solution to be put together. I mention now the healthcare setting, as many of us here are in the healthcare setting. Exercise prescription or advising patients on physical activity, I know France is working on this. The policy needs to be put into practice. And so this is an effective and endorsed WHO strategy. And it's highly consistent with reducing the costs to chronic disease and improving patient outcomes. Take policy and put it into practice. Lastly, this is the area of research, surveillance, policy, and financing, networks, capacity building. We call it the systems, the active systems, but you can't just focus on measuring, on writing policy. That's just talking about it, describing it. You actually need to deliver the three other areas. And that is why when you put all this together, you see a system of all of this working together. It could be a very long list, but it would be very boring. So what we've done is shown it as circles because it's the lines between the circles that join up. The action in schools with active travel and walking and cycling in an environment that's focused on improving that with more parks and road safety is how you're going to get win-win-win. We can change those numbers of inactivity, but only if we do more than single-shot solutions for short-term effort. That doesn't work. The data show it. If you want more details about all of these, it's in Appendix 2. The launch. To give this advocacy and high-level focus, we had a launch nearly a year ago, 1 year and 1 day. 4th of June last year, we promoted the Physical Activity Action Plan at the beginning of the World Cup in Portugal with the Prime Minister of Portugal and the Director General of the World Health Organization. I look forward to seeing the Prime Minister of France, the Director General of the Health, Sport and Education, launching something similar here in France, because it's high-level leadership this area needs to galvanize the commitment, resources and momentum. We didn't just talk about football and sport, and you can see something on the table over there. Of course, we got into the spirit. Tools like football, campaigns, and other sorts of ways to communicate are important, and you can see here us talking about walking and cycling with the advocacy groups providing the presentations. We also developed Be Active Every Day, or Let's Be Active Every Day, Everyone, Everywhere. And you can see the logos there in all the languages, and if I've got help by my colleague, let's have a look at a video where we have a campaign, short promotional video for us. And I may need help by the technician
to make that work, because it hasn't come up as they promised. And if not, we'll ask that to be shown later. And we'll ask that to be shown later by the Times. So if someone could make arrangements for that, I'd very much like you to see this campaign, which you can all use and has got French subtitles. We went from the launch to celebrating and communicating at the highest levels around the region. And you can see very quickly here the action plan being promoted in the regional meetings by high-level dignitaries. This is what you can do across the country, across the regions, making sure everyone hears about it in all relevant languages. But there are challenges to implementing this. It's ambitious, it's a roadmap, it's very clear what we need to do, but we have to now put it into practice. There are 10 areas which WHO plans to help countries, like France and elsewhere in Europe. And let me briefly, in the interest of time, talk about a couple of those. The first one is disseminate tools, the how-to. So the Global Action Plan is now an active toolkit, the short resource which will show and talk about how countries develop their action plan and start to plan and coordinate all the multiple components and partners. So I draw your attention to this resource available online. It is part of then a suite of tools. We're working on the healthcare, exercise prescribing and counselling. We're working on schools. We're working on campaigns. But we want to work on cycling, walking, cities, sports, and we need your help to guide and tell us your best practice and what works. We're also building partnerships, and very quickly we're working across the UN. And being here in Paris, UNESCO is extremely interested in how we strengthen physical education in schools, sport and physical activity in and around schools for youth and the community. But we're working with UN Habitat, UNDP, and all these others listed. I've mentioned now UNESCO, and there's great synergies that we must capitalise. So I invite the Ministry of Education to be involved. They must be part of the national action. We're also talking to the sports industry. If we want the community to be active, there must be places, programmes, providers. Unlike tobacco, where we take something away, inhibit its use, price it out of consumer reach, we're the opposite. We want to provide more, make it accessible, make it affordable. We are on the other side. And you and I, sitting in academics, universities, World Health Organization, we don't provide that. That's going to be the sports community, the sports sector. Others in the community who can provide the transport sector for walking and cycling. So we are working with the sports private sector to see their motivation. How can they help? We're also mandated by WHO to work with the private sector to explore their contribution to the SDGs. And finally, monitoring. I could talk about all 10, but time doesn't allow. So the last one is monitoring. We must track our progress. I hope it's progress increasing physical activity. We will only do that if we implement the actions. So from the Global Action Plan, there are 20 recommendations. We can identify a monitoring framework around those 20 recommendations. Are countries implementing exercise prescription, sports clubs, walking programs, cycling infrastructure? We will be looking at all countries. Then we can see the impact and, of course, the outcome on levels of physical activity. We think, and we're still work in progress here, we will have global measures, a few for all countries, recommendations for national measurement, where France might like to do more and more deeper across all regions, and then city-level metrics. And this is already undergoing. In Europe, on the bottom left, there's already tracking of country progress under the EU Commission work. It's not comprehensive across everything, but it's a start. Top left, Southeast Asia, also tracking. 5 years ago, this wasn't here. We're now tracking progress on physical activity. Where does France sit? Is it one of the leaders or not? On the right, WHO tracks a lot of health, and of course I mentioned the possibility of a global status report. We want to gather, like this side,
the best practice going on around the world. And I was very pleased to hear about the forthcoming launch of the Sport Health Strategy, building on other health policies, sport strategies, and the wider agenda here in France. But it's one of, around the world, now taking on and implementing these action plans on physical activity. And next year, we'll have the opportunity to show the world what is going on in this area. And the reason it's 2020 is because we'll have 10 years to improve on what we're doing, learn and share those experiences to achieve the 2030 goal. So in summary, physical activity has enormous health benefits, not just physical, but mental, social, benefits to the environment, the community, the economy. The Global Action Plan is a menu, and it calls for a whole of system, which is why I cannot emphasize the partnerships. No one department can do this on their own. And it requires us to then put in place good advocacy and build the skills across each of the areas: urban planners, transport, road engineers, physical education, sports, and our health system, so we can deliver these. And lastly, we need that monitoring in place in France and elsewhere. Thank you very much. Merci Fiona. Donc, on a juste un tout petit peu dépassé le temps prévu, mais on va quand même consacrer une dizaine de minutes aux questions si vous en avez. Donc, il y a des personnes dans la salle, je pense, qui peuvent vous passer un micro, et puis Fiona va répondre à vos questions. Oui, bonjour, Laurent Kiem. En ce moment, je travaille sur l'ouverture d'un club de foot, donc voilà, dans Paris, la région parisienne. Mais j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on peut définir précisément ce que c'est qu'une activité physique? Je veux dire pourquoi. Parce qu'entre activité physique, sport et le travail, si on peut y voir un peu plus clair là-dedans, enfin, si vous pouvez me donner des éléments pour justement pouvoir parler en connaissance de cause, ce qui définit l'activité physique, l'activité, le travail, quel qu'il soit, de manière à ce que déjà on puisse avoir les bons mots. Et puis après, c'est par rapport à la prévention, je pense, par rapport à la santé. Donc, est-ce qu'il y a déjà des résultats ou pas beaucoup, ou est-ce que par le sport on peut constater qu'il y a pour la santé des individus et pour la santé publique, est-ce qu'il y a déjà des résultats ou pas, et comment le savoir? Merci. Thank you very much for your questions. There's two there. Firstly, on the definition of physical activity. Physical activity is all bodily movement. So it is everything we're doing when we stand up and move on and move around. However, we have other names for it. When you move in ways in sport, in structured, formal activities with rules and arrangements, we call it sport, but it is physical activity. When I cycle to work, I call it cycling, but it is physical activity. When I'm at work and I climb stairs and I walk through work, or if I was lifting and carrying and digging and building, it would be occupational physical activity or exercise. So physical activity, by definition, is recognized to be all movement. And then there are ways we label it. And this is an important point, because this action plan wants to bring back those labels so people understand what it is. Sport will appeal to some, but not everyone. Walking and cycling. Walking appeals to most, as it happens. Cycling only to some. It's only accessible and safe to some. We know the health benefits come from a level, 150 minutes, of any of these types of work, of physical activity. I showed you two photographs of the earliest research where it was occupational work. The summary of those results from 1953 is that the bus driver was at higher risk than the bus conductor, who walked for 7 hours on a shift, selling the tickets on the bus. The bus driver drove for 7 hours. It was the first
field research comparing levels of occupational activity. For the next 40-odd years, we've replicated that in different populations, different occupation, in leisure time, in walking, in cycling, and the literature is vast, and I draw your attention to the latest US scientific report of 2018 for the evidence on benefit. But you asked your second question on the role of sports programs and their contribution. This is an area where we believe that through sports, because it is physical activity, can be effective. After all, sports people are active in their participation in sport. But do we have scientific, excellent evidence base on how sport can best contribute? No, because sport has not done enough evaluation. Every sport will tell you, whether it's football or cycling or hockey or ice, any game, we're very good for health. Show me. Show me your effective programs. Show me your participation, your change. But it is there in places. There is there enough for WHO to say, through sport and some of the effective programs across Europe and elsewhere, sport is a part of creating the opportunities for physical activity and more active participation. I hope that helps. Bonjour, Isabelle Grémy. Here I am. Recently, there was in the law defined that we could have physical activity on prescription. It has been launched about 1 year ago, so it's a little short time. But in fact, we have still a lot of difficulty to make health professional to get into this idea that they should prescribe physical activity even to people with chronic diseases, diabetes. What would be your recommendation to improve this commitment for the health professional to get involved in this? And what are the connection, which we found difficult, is a connection between the healthcare system and the physical activity system, I would say, overall? Yeah. Excellent question, thank you. So this is very common in other countries. It's an ambition to have this, and I'm delighted to hear that France has progressed with the legislation or regulation for it. Because when it happens just as a research project or a pilot, this is not sufficient. So you have the overarching regulation, but now it's implementation. So there are several points. I think your question answers it. Education and training of the health professionals. They're not confident or knowledgeable on what to do, how to do it, so they won't do it. So how will you address the education and confidence and skills of your health professionals, whether it's doctors, nurses, allied health workers in the primary context? And I suspect it is about the training opportunities. So your medical and professional networks on continuing professional education, on webinars and resources, make it simple and accessible and scale that communication. They won't do it until they have confidence. Secondly, medical schools. They didn't get this in their medical health training. We need to go back to there and actually improve non-communicable disease, chronic disease, prevention and health promotion knowledge. Thirdly, if they have the skills, confidence, time, and deliver some counselling and assessment, then it's about that connection. And this is where we need to encourage in different communities that the providers of opportunity, from the Ministry of Recreation and Sport to the other providers in the community, whether that's civil society, church-based, or where can people be active? If I'm advising, how do I recommend where to go? That is a practical problem and needs to be solved at a local level. The fourth idea is you need to measure it. And if you require physical activity to be assessed and it's in the patient record, then you're tracking whether doctors and the health system is doing it. And this idea of the vital sign
is coming very much from different countries, particularly in America, but elsewhere, that it doesn't happen because no one really checks. So if we ask now, what is the coverage of advising on physical activity, then it will be more likely because the system is requiring it. So I hope there's some suggestions we can discuss throughout this session. Merci beaucoup, Fiona. Et donc, on va passer on va revenir en France, enfin, ou plutôt, on va essayer de voir comment, en France, on essaye d'implanter une stratégie nationale sport-santé. Et je remercie Carole Rousse et Nadia Mimoun qui vont vous la présenter à deux voix, puisque c'est une stratégie intersectorielle et portée par 2 ministères. Merci. Donc, merci de nous avoir invités effectivement et nous donner l'opportunité de vous présenter la stratégie nationale sport-santé qui est toute récente. Donc, nous allons effectivement faire ça à deux voix, sachant que le ministère des Sports et le ministère des Solidarités et de la Santé copilotons cette stratégie. Alors, j'appuie. Ah oui, ici. Voilà, bon, simplement pour dire que nous intervenons en toute indépendance, n'est-ce pas? Alors, quelques chiffres, mais très rapides, parce que vous allez en plus, bon, certains ont été donnés d'ailleurs par Fiona, et puis d'autres seront présentés dans l'étude Esteban, mais effectivement, hein, au niveau mondial, on a un adulte sur 4 qui manque d'exercice physique, et puis 80% des adolescents qui n'ont pas une activité suffisante. On a des données sur la sédentarité de l'OMS avec 2 millions de décès et de nombreuses pathologies chroniques. On sait qu'il y a un impact en termes économiques. En France, là, je vous ai remis les chiffres de la prévalence de l'obésité et du surpoids, hein, donc 50% environ des adultes qui sont en surpoids, dont 17% concernés par l'obésité, et chez les enfants, donc 17% en surpoids, donc 4% d'obésité. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est quand même on a une stabilité sur la période 2006-2015, et ce qui est important de voir et qui conduit aussi derrière la politique menée par le gouvernement, c'est finalement de constater qu'il y a une corrélation entre le niveau d'études et la pratique d'activité physique ou la sédentarité. Voilà, quelques données hein, sur l'activité physique. On voit qu'il y a des résultats. Alors, il faut les distinguer entre femmes et hommes, mais quand même une diminution de l'activité physique des femmes là, depuis, sur les 10 dernières années, enfin en 10 ans, et également des enfants de 6 à 10 ans. Voilà. Et puis surtout, des chiffres là, inquiétants en termes de sédentarité, où on voit que le temps passé devant un écran augmente. Et par exemple, en 2015, on avait 60% des enfants et des adolescents qui passaient plus de 3 heures devant un écran. Voilà pour le contexte. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, voilà, les connaissances sont bien établies. Fiona l'a redit, on sait très bien que l'activité physique et la sédentarité sont des déterminants de santé majeurs. Hein, donc, sédentarité, manque d'activité physique, première cause de mortalité évitable dans le monde. Donc plus que le tabagisme. Les données aussi de l'ANSES hein, qui montrent qu'on a une diminution de la mortalité précoce de 29 à 41%. Donc là, par rapport à la question qui était posée, on voit effectivement les conséquences. Plus récemment, avec l'expertise collective de l'INSERM, il est intéressant de voir que l'activité physique est un outil de prévention et également de traitement des maladies chroniques, donc ce qui permet d'intervenir au niveau de la prévention secondaire et tertiaire. Et donc, effectivement, c'est une alternative non médicamenteuse qui a été reconnue depuis 2011 par la Haute Autorité de Santé et qui récemment, effectivement, avec la loi du 26 janvier 2016, qui offre la possibilité à un médecin de prescrire une activité physique adaptée. Alors, ce que je souhaitais également dire, c'est que bon, c'est une politique qui s'inscrit dans la durée, également dans un cadre mondial et européen. Je ne reviendrai pas sur effectivement ce qui a été dit, mais ces plans et stratégies européennes sont bien évidemment pour nous un cadre de référence pour définir nos politiques.
Il y a, comme vous le savez, dans le Code de la santé publique, un programme national nutrition santé qui existe en France depuis 2001, donc c'est un sujet qui est déjà ancien. Et puis il y a eu le plan sport santé bien-être qui a été lancé fin 2012. Et donc il y a un certain nombre d'actions qui sont déjà en place depuis plusieurs années. En fin 2017 et courant 2018, le ministère de la Santé a lancé la stratégie nationale de santé et le plan priorité prévention. Et ces deux politiques font vraiment une place importante, donnent une place importante à justement l'activité physique et la lutte contre la sédentarité. Ce qu'il faut avoir en tête également, c'est que justement cette stratégie nationale de santé, il y a vraiment une volonté de mettre au cœur de cette stratégie la prévention. Et c'est vraiment une volonté très forte de la ministre de faire ce qu'elle appelle effectivement le virage de la prévention. Et donc l'activité physique, vous le voyez, est majeure dans cette politique. Alors, quelques mots sur la façon dont la stratégie nationale sport-santé a été élaborée et quelle est sa gouvernance. Donc, c'est une stratégie qui est copilotée par le ministère des Sports et le ministère des Solidarités et de la Santé et qui a été élaborée dans un cadre interministériel. Donc, il y a effectivement en place depuis 2 ans un comité interministériel pour la santé qui permet de s'assurer que effectivement la santé est prise en compte dans l'ensemble des politiques publiques. Et ce comité interministériel pour la santé est présidé par le Premier ministre. Donc, en l'occurrence, la stratégie nationale sport-santé, mais ainsi que le programme national nutrition santé qui va également sortir prochainement, donc, ont été validés par ce comité interministériel et l'ensemble des directions d'administration centrale ont participé à l'élaboration de cette stratégie. Il y a aussi une volonté de co-construire et d'emblée, effectivement, pour élaborer cette stratégie nationale sport-santé, il y a eu en juin 2018 un séminaire qui a été organisé avec l'ensemble des parties prenantes, des contributeurs, qui a permis de faire émerger un certain nombre de recommandations. Et ces recommandations ont nourri cette stratégie. Alors, il faut avoir en tête que cette stratégie nationale sport santé n'aborde pas tous les sujets et que d'autres sujets sont portés par d'autres plans ou d'autres feuilles de route. Et donc, ce qui est important pour le ministère des Solidarités et de la Santé, mais également le ministère des Sports, c'est plaider la santé dans toutes les politiques publiques. Et c'est ce que nous faisons. Donc, en l'occurrence, il y a un plan vélo et on a vu toute l'importance effectivement de développer la pratique du vélo. Je citerai également le plan cancer, mais aussi par exemple la feuille de route grand âge et autonomie, toute l'importance de l'activité physique à ces âges-là et même avant pour prévenir justement par exemple les chutes, mais ce n'est qu'un exemple. Et puis également ce sujet est abordé dans le cadre de la stratégie pauvreté. Donc, voilà, il y a toutes aussi les questions d'aménagement du territoire qui ne sont pas abordées dans cette stratégie, évidemment, parce qu'on ne peut pas avoir une stratégie qui traite tous les sujets. Voilà, de même que si on s'intéresse à des problèmes de maladies chroniques, il faut évidemment traiter aussi le volet alimentation, qui est traité dans un autre plan, donc en l'occurrence le plan national nutrition santé. Et puis, il y a en cours le programme Héritage des JO 2024, qui est clairement pour la France une opportunité pour justement permettre le développement de cette culture de l'activité physique et sportive. Alors, sur la stratégie en elle-même, donc, voici les ambitions et les objectifs qui ont permis de construire cette stratégie qu'on va vous présenter. Donc d'abord, il faut noter cette nouvelle dynamique de mieux faire le lien, de consolider effectivement les liens entre sport et santé. Et ce lien est indispensable si on veut vraiment faire face et lutter contre ces fléaux que sont l'inactivité physique et la sédentarité. Il y a vraiment l'ambition de promouvoir l'activité physique
et sportif comme un élément déterminant à part entière de santé et de bien-être, avec l'objectif d'améliorer l'état de santé de la population. Donc vraiment de chacun, pour chacun, au quotidien, avec ou sans pathologie, on l'a vu, hein, l'intérêt en prévention secondaire et tertiaire. Et également l'importance de promouvoir cette culture de l'activité physique et sportive qui doit être portée par l'ensemble des acteurs, alors évidemment ministériels, mais les acteurs privés, les collectivités territoriales, voilà, les entreprises, l'ensemble des opérateurs. Voilà. Et donc, ce qui est important aussi, c'est de réussir à mobiliser l'ensemble de ces acteurs. Voilà, donc je laisse la place à ma collègue pour vous présenter les axes de la stratégie. Merci. Bien, pour répondre aux objectifs et ambitions que Carole vient de vous présenter, on a choisi de décliner la stratégie sous l'angle de 4 axes particuliers, 4 axes déclinés eux-mêmes en 26 actions et composés de 8 mesures phares. On va les balayer, on vous propose de les balayer. Le premier axe, c'est la promotion de la santé et du bien-être par l'activité physique et sportive. Et là, on s'adresse au grand public. On s'inscrit là dans la prévention primaire. L'axe 2, c'est le développement de l'offre et le recours à l'activité physique à des fins physique adaptée, à des fins d'appui thérapeutique. Alors, monsieur, vous demandiez la différence entre activité physique et sportive. Vous pourrez noter que dans la stratégie nationale sport-santé, on ne s'est pas privé d'indiquer et d'utiliser la notion de sport parce que, comme le disait Fiona, le sport est une forme d'activité physique et pour nous, ça ne fait plus de doute. Au sein de cet axe 2, on a ajouté une nouvelle notion qui est celle de l'activité physique adaptée dès lors qu'elle s'adresse à des personnes souffrant de pathologies chroniques. L'axe 3, là, on s'est dit que si l'activité physique et sportive était bonne pour la santé, elle ne l'était qu'à condition d'être bien maîtrisée et pratiquée dans des conditions adaptées. C'est sur quoi on a travaillé. Et enfin, l'axe 4, on s'est dit qu'il était important de renforcer notre niveau de connaissance sur l'impact de la pratique d'APS sur la condition physique et de la santé pour ensuite mieux défendre les politiques publiques qu'on porte. Alors, s'agissant de l'axe 1, pour rentrer un petit peu dans le détail, on ne va pas tout expliciter, mais en tout cas, vous avez la vue globale de la structuration de chaque axe. Sur cet axe, on y trouve 3 objectifs. Le premier qui est contribuer au développement de l'APS avec une première mesure qui est celle de la communication auprès du grand public sur les bienfaits. Si on veut convaincre, alors il faut communiquer, et je crois que Fiona nous l'a rappelé. 3 mesures suivent ensuite, puisqu'on a une volonté, c'est que cette stratégie nationale s'adresse au plus grand nombre et tout au long de la vie. On a catégorisé les publics par catégorie d'âge. Les actions que vous voyez en vert, ce sont des mesures qu'on a identifiées comme phares. Et on rentrera un peu plus dans le détail, on déclinera ces mesures-là. Donc, promotion auprès des publics jeunes, puis, deuxième mesure, la promotion de la pratique d'activité physique en milieu professionnel. Alors, on ne parle plus de sport en entreprise, parce qu'on s'est dit que bien, les agents de l'État pouvaient aussi bénéficier d'une mesure en faveur de la pratique d'activité physique en milieu professionnel. Et enfin, un public visé de manière particulière qui est celui des seniors. Deuxième objectif, le développement territorial de la pratique sportive, parce qu'il nous semble nécessaire de s'appuyer sur des programmes, des projets territoriaux portés par les structures associatives, ou structures sportives de manière plus générale, locales,
avec les collectivités territoriales et impulsée par des services déconcentrés du ministère des Sports, que sont les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, aussi les directions départementales de la cohésion sociale et les services des ARS. Alors, il a été dit qu'on ne pouvait pas tout faire seul. Donc vous noterez que la troisième mesure de l'objectif 2, eh bien, il s'agit de favoriser les mobilités actives. Et là, on aura besoin, évidemment, du ministère chargé de l'urbanisme. Objectif 3, une seule mesure qui constitue une mesure phare et pas des moindres parce que c'est un engagement de notre présidente de la République qui est de référencer des maisons sport-santé de manière équilibrée sur le territoire. Notre objectif est d'en référencer 500 d'ici la fin du quinquennat. J'entrerai plus dans le détail du travail qu'on est en train d'élaborer, mais je peux vous dire d'ores et déjà que notre objectif pour dès 2019 est d'en référencer 101, ce qui veut dire une par département. Alors, sur l'axe 2, qui consiste effectivement au développement et au recours à l'activité physique adaptée à visée thérapeutique, on a vu que effectivement les évolutions de la société, la hausse continue de la sédentarité ont entraîné une transition épidémiologique. Et aujourd'hui, on a plus de 10 millions de personnes en ALD, 15 millions de personnes atteintes de maladies chroniques, et on a vu que l'activité physique pouvait constituer une thérapie. Et donc, on a à notre disposition un guide qui a été publié par la HAS en 2018, relatif justement à la prescription de l'APA. Et donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est créer cette nouvelle offre. Et pour cela, bien évidemment, former l'ensemble des professionnels et puis créer du lien entre le monde du sport et le monde de la santé. Et donc, on a deux objectifs qui sont poursuivis. L'un, favoriser le recours à la prescription et à la dispensation de l'activité physique adaptée et renforcer donc la coordination interdisciplinaire. Donc là, on a un certain nombre de mesures. Bien sûr, ça passe par le recensement de l'offre. Donc là, il y aura un travail à conduire pour permettre de recenser cette offre. Notamment, on a l'idée de faire un document méthodologique pour référencer cette offre. Il faut développer la pratique pour... Il reste 5 minutes, c'est ça? Oui. Donc, alors, je me dépêche. Donc, je vous dirai tout ça à la pause. Donc voilà, bon, en tout cas, ça passe effectivement également par la formation des professionnels, voilà, et justement ces liens entre santé et sport, et notamment avec l'idée d'avoir des unités d'enseignement communes. Et puis il y a un sujet, alors là, compliqué, c'est identifier les voies de solvabilisation de la pratique de l'APA. Et là, clairement, il y a un modèle de financement à trouver. Axe 3, objectif synthétisé. Comme je vous le disais, c'est l'axe de la protection du public et la protection des pratiquants. Très vite, si l'activité physique et sportive est mal pratiquée, n'est pas adaptée, alors on prend des risques en termes de santé et parfois qui peuvent se révéler être très graves. Donc certaines pathologies peuvent être préexistantes, mais peuvent aussi passer inaperçues. Et peuvent occasionner, dans ce cas-là, si elles n'ont pas été dépistées, des risques. D'où la nécessité du dépistage. Et ça, c'est un des objectifs principaux de l'objectif 1. L'objectif 2 relève et s'intéresse à l'accidentalité sportive, puisqu'on sait que 20% des accidents de la vie quotidienne sont des accidents qui interviennent dans le cadre d'une pratique sportive. Et enfin, la recherche de la haute performance sportive
peut connaître des dérives, malheureusement, et induire des pathologies sérieuses. Voilà pourquoi, sur l'objectif 3, on s'intéresse notamment à l'origine des conduites dopantes et de la manière dont on peut prévenir ces conduites dopantes et prévenir aussi l'usage de produits interdits. Donc le dernier axe, en fait, concerne le renforcement, la diffusion des connaissances. Donc là, très rapidement, hein, on a un certain nombre, effectivement, de connaissances aujourd'hui, de démonstrations scientifiques des bienfaits de l'activité physique, mais on manque encore de données médico-économiques, et donc c'est un des objectifs de cet axe 4. On a peu d'études également qui évaluent sur le long terme en conditions réelles les conditions de maintien de la pratique. Donc voilà, et on a aussi un besoin en termes de renforcement de l'observation des pratiques. Donc voilà, cet axe 4 porte essentiellement sur ces mesures-là. Ensuite, on voulait vous faire très rapidement un focus, mais vous pourrez le voir dans le détail, sur les mesures phares. Il y a un certain nombre de mesures phares qui sont en vert dans le document. Donc il y en a sur, effectivement, je termine vite, hein, sur du coup qui concerne les enfants qui sont une cible prioritaire, et là le ministère de l'Éducation nationale a beaucoup travaillé, bien évidemment, est porteur de ces actions. Donc il y a un certain nombre d'actions, dont notamment les programmes ICAPS qui seront vraiment poussés, portés, et on souhaite vraiment qu'ils se développent. Il y a un certain nombre d'actions comme le plan d'aisance aquatique, des expérimentations également en cours sur ce qu'on appelle les classes confiance sport. Bon, on n'a pas le temps de détailler tout, mais on pourra répondre à vos questions. Ensuite, il y a aussi une action phare concernant la pratique, l'activité physique en milieu professionnel, avec notamment le développement de conciergeries sportives dans les entreprises. Il y a également les seniors qui sont une cible importante, avec des stages de préparation à la retraite qui intégreront progressivement des recommandations en matière de pratique d'activité physique, donc dès 2019. Et puis d'ici 2021, le déploiement sur l'ensemble du territoire de projets sportifs qui incluent la thématique de l'activité physique adaptée, de l'activité physique et sportive pour les seniors, et notamment des projets construits au sein des EHPAD. Et enfin, il y a évidemment le développement de la pratique d'activité physique adaptée, voilà, avec la volonté de définir un parcours de soins pour les maladies chroniques, mais plus particulièrement pour les cancers du sein, et notamment les soins post-chirurgie du cancer du sein. Voilà. Et bien évidemment le développement du recours à la prescription de l'activité physique des médecins, en mettant en place une plateforme en ligne dès 2020. Voilà, pour terminer, l'activité physique, hein, on a vu, intervient à tous les niveaux, à la fois en prévention primaire, secondaire, tertiaire. Cette pratique relève de l'intérêt général et de la volonté de développer une culture sport-santé. Et donc c'est vraiment l'ambition de cette stratégie, et qui est portée par la ministre des Sports et la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci pour cette présentation. Alors, avant de passer la parole aux questions, peut-être un petit point de complément que tu voulais faire, Fabienne ? Oui, en fait, je voulais faire un petit point de complément, puisque sur la dernière partie de la présentation, vous avez entendu parler ou vu sur vos écrans fait mention d'ICAPS, donc pour développer, promouvoir l'activité physique et lutter contre la sédentarité des enfants et des jeunes. Et je voulais juste vous indiquer que Santé publique France, après avoir expérimenté le soutien à des projets de type ICAPS, a donc lancé un appel à projet au niveau national pour mettre en place, alors je regarde mes notes parce que c'est tout nouveau, donc je ne voudrais pas écorcher le nom de ce nouveau centre national de déploiement en activité physique et lutte contre la sédentarité, donc CNDAPS, qui aura donc pour mission d'aider au niveau
de tous les territoires en France au développement de ce type de projet, d'en assurer également l'évaluation. Et donc on a la chance, si au moment de la pause ça vous intéresse, vous pourrez rencontrer son responsable qui est dans la salle et qui peut peut-être lever la main pour que vous puissiez l'identifier. Voilà. Et donc maintenant je vais laisser la place à vos questions. Oui, bonjour. D'abord, je me présente, je suis médecin et je suis surtout responsable d'une formation en APA. Et je suis assez surpris que dans les 26 mesures, on ne voit rien sur ceux qui... Parce que le tout, c'est pas de prescrire. Hein. Donc, moi, je suis médecin, donc je sais ce que c'est prescrire. Mais je sais que de l'autre côté, il va falloir quelqu'un qui prenne en charge les patients, ou en tout cas les personnes qui ont des besoins spécifiques pour faire de l'activité physique, parce que ce n'est pas seulement les maladies chroniques. Hein. Et donc, je ne vois pas apparaître du tout dans les 26 mesures quelque chose qui serait sur bien une aide par rapport à la formation. D'abord, qui interviendrait plutôt? Alors, je sais qu'il y a eu un arrêté ministériel qui a à peu près donné les rôles, mais on aimerait quand même un peu plus savoir ce qui pourrait être fait pour que le territoire il y ait un maillage avec des intervenants qui prennent en charge et qui appliquent, car il faut ne faudra vraiment pas attendre que les médecins. Je sais, j'enseigne l'APA aussi aux médecins. Il ne faudra pas leur attendre d'eux qu'ils soient très précis dans leurs prescriptions. Et il faudra bien que de l'autre côté, il y ait un vrai professionnel qui mette en application ces prescriptions. Oui, effectivement. Alors, on m'entend, oui. Alors, il y a un certain nombre de mesures qui sont prévues dans l'axe 2 hein, sur justement l'amélioration des compétences qui touche à la fois un rapprochement des professionnels de santé, des professionnels du sport, et notamment les filières STAPS. Hein. Donc, il y a certaines mesures qui sont à ce niveau-là. Il y en a d'autres mesures qui sont au niveau des fédérations. Du coup, je laissais ma collègue s'exprimer. Et puis, tout un travail qui est fait également dans le cadre des maisons sport-santé. Mais il est clair qu'il faut que... tout ceci est en train de se mettre en place. Donc, il faut les outils qui sont en train d'être justement travaillés. Il y a déjà des initiatives et plein de choses qui se font en région. Hein. Mais il est vrai qu'on sait très bien que c'est un des freins aussi de prescrire lorsque derrière, on ne sait pas à qui adresser. Donc, c'est le vrai sujet. Alors, si je peux compléter, il y a deux éléments de réponse qu'on peut apporter. On entend bien que si le médecin, une fois qu'il est outillé pour prescrire, faut-il encore qu'il ait confiance en la personne vers qui il va orienter son patient. Alors, je ne l'ai pas dit, mais sur l'axe 1 et sur la mobilisation des fédérations sportives qui ont un rôle à jouer, il y a tout le volet d'incitation et d'accompagnement des fédérations à développer des programmes de sport-santé plus poussés et donc former plus avant leurs éducateurs sportifs. C'est un élément de réponse. Le second, on n'a pas eu le temps de développer le dispositif des maisons sport-santé qui seront des lieux d'accueil du public, d'information et de sensibilisation du public accueilli, des lieux d'orientation vers une pratique sportive adaptée et également des lieux de formation des éducateurs sportifs et des professionnels de santé. Une question, alors là, et une derrière après, tout au fond. Oui, je vais faire un petit commentaire et puis une question relative aux maisons sport santé, justement, qui n'existent pas. Et donc, je vais poser la question d'abord et puis je vais faire le commentaire après, puisque on en parle. Comment est-ce que vous voyez ces maisons, ce type de maisons ressources n'existent pas encore? Comment est-ce que vous allez les mettre en place? Comment vous allez vous y prendre? Juste, je vais faire juste mon petit commentaire sur l'expertise collective de l'INSERM.
qui a été donc publiée en février et qui montrait, et je voudrais insister parce qu'elle montre à quel point l'activité physique est bénéfique pour les personnes ayant des maladies chroniques. Elle montre à la fois des diminutions de mortalité, de diminution de récidive, de diminution également de taux de dépendance qui font que même sur des pathologies mentales comme la schizophrénie ou la dépression, l'activité physique est extrêmement bénéfique. Et on a même montré dans cette expertise INSERM que pour certaines pathologies, on pouvait prescrire en première intention, à l'exclusion de tout autre traitement, l'activité physique, et c'est le cas notamment pour un diabète naissant, avec évidemment les recommandations nutritionnelles qui vont avec, mais c'est aussi le cas pour la dépression légère à modérée, et c'est aussi le cas par exemple pour les artériopathies des membres inférieurs, pour lequel d'ailleurs je pense que c'est quasiment l'unique traitement. Et donc, c'est bien plus qu'un traitement d'appui. Ça peut être même un traitement de première intention. Et également sur la fatigue dans le cancer. Fatigue dans le cancer qui est maintenant pris en charge, je crois, par le nouveau plan Sport Santé qui vient de sortir. Ce sera la première prise en charge, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas. Première prise en charge par l'assurance maladie. Non, pas encore. Ben, il me semble que c'est avoir entendu ça de Christelle Gauthier il n'y a pas très longtemps, donc, enfin il y a 3-4 jours. Voilà, donc... voilà. On va vous demander une réponse très, très, très courte, notamment pour qu'on puisse prendre une dernière question tout en haut. En fait, c'est plus un dispositif de parcours de soins dans le cadre de Ma Santé 2022 qui va intégrer un certain nombre de... Ce sera un panier en fait qui intégrera un certain nombre d'offres, que ce soit prise en charge psychologique, diététicien, un bilan justement pour l'APA. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il y aura effectivement une prise en charge. Il y avait une question, c'était sur les maisons sport santé, simplement pour vous dire qu'on a mis en place un groupe de travail avec également les parties prenantes, hein, dont certains qui font déjà, et notamment certaines collectivités territoriales. Enfin, je ne vais pas détailler parce que je n'ai pas le temps. En tout cas, on travaille sur un cahier des charges. Il y aura un appel à projet qui devrait être lancé en septembre. Et sur cette base-là, on va dire les demandes seront examinées. Voilà, donc vous en saurez plus au moment de la sortie de cet appel à projet, cet appel à manifestation. Bonjour, Doriane Argot. Moi, je travaille à l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Et je voulais juste compléter par rapport à la question du médecin tout à l'heure, c'est de dire qu'effectivement, dans des régions, ce que vous avez dit, on a déjà organisé des structures départementales pour faire le lien entre les médecins et les structures qui font des ateliers de sport santé ou sport bien-être. Donc, effectivement, on essaye de faciliter le lien entre la prescription et ces structures ont pour mission de coordonner, de repérer sur l'ensemble du département les clubs qui font de l'activité physique adaptée et de vérifier qu'ils ont les bonnes formations et donc d'adresser les patients et de compléter le bilan médical. Merci pour ces échanges. Alors, je sais que c'est extrêmement frustrant pour les uns et les autres, mais on va continuer nos échanges en écoutant Benoît Salavanne qui va revenir justement sur les données que l'on a à l'heure actuelle en France sur ces questions d'activité physique. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, je suis chargé de vous transmettre donc quelques chiffres en matière d'activité physique et de sédentarité. C'est des chiffres qui sont issus de l'étude Esteban. On en a vu quelques-uns dans la présentation précédente. Je vais les détailler un peu plus loin. J'ai naturellement pas de lien d'intérêt avec le sujet traité. Avant de commencer, juste deux petits points qui me semblent importants. Je ne vais pas revenir sur les recommandations de l'OMS qui vous ont été présentées tout à l'heure, mais un premier point qui me paraît très important, c'est de bien distinguer ce qu'on appelle l'inactivité physique, qui est une activité physique insuffisante au regard des recommandations qui ont été édictées, et la sédentarité. Ce sont deux notions différentes et qui peuvent se surajouter, et qui sont deux facteurs de risque qui se cumulent dans un certain nombre de cas. On peut être à la fois
physiquement actifs, suffisamment actifs en tout cas en termes de recommandations, si on suit celle de l'OMS, et avoir également un mode de vie très sédentaire. Le dernier point, donc c'était évoqué tout à l'heure aussi dans la présentation de l'OMS, on est effectivement environ un quart des hommes, un tiers des femmes au niveau global dans les pays développés qui sont insuffisamment actifs. On va revenir sur ces définitions. L'étude Esteban en 2 mots, étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition. Il y avait un volet nutritionnel qui nous intéresse donc ici, dont les objectifs étaient de décrire les consommations alimentaires et l'état nutritionnel de la population, mais également de décrire donc les niveaux d'activité physique et la sédentarité des Français. Et dans le cadre de cette étude aussi, on avait pour objectif de mesurer l'évolution d'un certain nombre d'indicateurs depuis l'enquête ENNS, Études nationales nutrition santé de 2006, pour suivre un certain nombre d'indicateurs qui rentraient dans le cadre du programme national nutrition santé, qui s'intéressait aussi, comme on vous l'a déjà dit, à l'activité physique et à la sédentarité. Rapidement, l'enquête Esteban, donc, elle a eu lieu entre avril 2014 et 2016. C'est une enquête qui a été réalisée en France métropolitaine hors Corse. Sur le plan de l'activité physique sédentarité, il y a eu 1182 enfants de 6 à 17 ans qui ont été inclus et 2678 adultes. C'était une enquête par tirage au sort avec des générations aléatoires de numéros de téléphone. Voilà. Donc, en matière d'activité physique et de sédentarité, on a utilisé un certain nombre de questionnaires. Chez les plus jeunes, les 6-10 ans, on a utilisé un questionnaire maison qu'on utilise, nous, dans l'unité de nutrition dans laquelle je travaille depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Chez les 11-17 ans, on a repris les questionnaires du YRBS, qui sont des questionnaires qui sont développés par les CDC américains. Et pour les adultes, on a mesuré l'activité physique à partir du RPAC, qu'on avait utilisé là pour l'étude Esteban. Dans l'étude ENNS, et on va pouvoir faire les comparaisons quand même, on avait utilisé un autre type de questionnaire qui était l'IPAC, qui mesure de façon plus, je dirais, plus résumée l'activité physique. Alors, on a défini un certain nombre d'indicateurs. Chez les adultes, tout d'abord, on a défini 3 niveaux d'activité physique, donc élevé, modéré ou bas. Je vous donne là des définitions assez résumées, parce que naturellement, les choses sont un peu plus compliquées que ça, mais le niveau élevé, en particulier, c'est 3 jours par semaine d'activité physique intense. Modéré, c'était 5 jours par semaine d'activité physique intense ou modérée. Et puis le niveau bas, donc c'était un niveau d'activité physique qui n'atteignait pas ces 2 niveaux précédents. J'ai mis là des notions de MET. MET, c'est les équivalents de dépenses métaboliques. En gros, 1 MET, c'est la dépense énergétique de quelqu'un qui est au repos, allongé. Et ensuite, on qualifie l'intensité de différentes activités physiques avec un multiple de cet élément. Le niveau de sédentarité, lui, il a été mesuré à l'aide de 2 indicateurs chez les adultes. D'une part, on a défini un niveau de sédentarité, et donc là, c'était le temps quotidien passé par les gens dans des activités sédentaires. Donc là, on est dans des activités sédentaires, c'est-à-dire des activités qui se retrouvent avec un codage de MET inférieur à 1,6. 1,6, c'est la position debout, à rien faire, en gros, comme activité. Et ensuite, on a reclassé les gens donc, en différents niveaux de sédentarité, ceux qui dépassaient les 7 heures par jour d'activité sédentaire, donc dans un niveau élevé, les activités sédentaires entre 3 et 7 heures en modéré, et un niveau de sédentarité bas pour les personnes qui passaient moins de 3 heures par jour dans les activités sédentaires. Et puis on a repris aussi un indicateur qui se basait sur le temps écran. Temps écran ici qui englobe tout, télévision, ordinateur, téléphone, les consoles de jeux, en dehors des activités professionnelles pour les adultes. On a gardé également cet indicateur qui nous permettait de faire le lien avec les données qu'on avait en 2006 dans l'étude ENNS. Ça, c'était pour les adultes. Pour les enfants, les choses sont un peu plus compliquées, je dirais en tout cas pour les plus jeunes. Pour les 6-10 ans, donc on s'est basé sur un nombre de jours de pratique d'activité physique. C'est à la fois d'avoir participé à l'école à un cours d'EPS, d'éducation physique et sportive, d'avoir eu l'occasion au cours de la journée de jouer ou de passer beaucoup de temps dans des jeux en plein air, la pratique d'un sport en club, et puis le fait de se rendre à l'école de façon active, à pied,
en vélo ou en patin à roulettes, etc. Donc pareil, on avait classé les enfants de 6-10 ans selon les 3 niveaux élevés, modérés et bas d'activité physique, en se basant sur un nombre de jours d'activité physique dans la semaine, donc supérieur à 5, c'était le niveau élevé, 3 ou 4 jours d'activité physique dans la semaine, c'était modéré, et le niveau bas, donc inférieur à 2 jours. En sachant que par rapport aux recommandations chez les enfants, là, en gros, c'est le niveau élevé qui est recommandé au niveau de l'OMS. Chez les 11-17 ans, donc on se basait sur le YRBS, on a pu classer les enfants en se basant sur le nombre de jours également de pratique d'activité physique. Donc élevé, c'était une activité physique modérée ou intense tous les jours, ou une activité physique intense au moins 5 fois dans la semaine. Le niveau bas, c'était ceux qui avaient une activité physique modérée ou intense moins de 5 fois par semaine, et donc un niveau modéré qui était intermédiaire entre ces deux-là. Et au niveau de la sédentarité, donc on a retenu le temps écran. On n'avait pas là de mesure de la sédentarité globale sur la journée des enfants. Et donc là, il s'agit, pareil, du temps passé devant un écran, télévision, ordinateur, smartphone, console de jeux vidéo, etc. Alors voilà les résultats en matière d'activité physique chez les adultes. Donc vous avez en haut la répartition des adultes selon leur niveau d'activité physique, bas, modéré, élevé. Donc en bleu d'un côté les hommes, en rouge de l'autre côté les femmes. Et dans les barres plus foncées, les données ENNS, donc de 2006-2007 exactement. Et dans les barres plus claires, donc les données d'Esteban, qui datent donc de 2014, 2015, 2016. Donc on voit chez les hommes une prépondérance du groupe modéré, avec plus de 65%, plus de 55% des hommes qui sont dans ce niveau-là. Chez les femmes, on a un niveau d'activité modérée qui est à peu près égal au niveau bas. On s'aperçoit également que le niveau élevé est un peu plus important chez les hommes et chez les femmes, que chez les femmes, pardon. Et puis surtout, si on compare donc, ces barres foncées par rapport au plus clair, donc ENNS par rapport à Esteban, on s'aperçoit que le niveau élevé, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, a diminué. Par contre, le niveau modéré chez les hommes a considérablement augmenté de façon significative. Alors si on reprend l'indicateur qui correspond le mieux à la définition de l'activité physique au moins suffisante de l'OMS, donc c'est les niveaux modérés et élevés. Donc on s'aperçoit que chez les hommes, entre NNS et Esteban, on est passé de 64% à 70% sur cette période de presque 10 ans. Chez les femmes, par contre, on a chuté de 63% à 53% de femmes suffisamment actives sur la période. On était en 2006 à peu près dans des proportions à peu près égales entre les hommes et les femmes, et on a une chute assez vertigineuse là, du côté des femmes. Alors là, j'ai repris le pourcentage d'adultes physiquement actifs, donc le regroupement des niveaux modérés, élevés d'activité physique par groupe d'âge. Vous voyez globalement qu'il y a une augmentation significative chez les hommes dans le groupe de 40-54 ans, mais les autres augmentations, l'augmentation en particulier à 55-74 ans, elle existe, mais elle n'est pas significative. On a par contre une baisse tout le temps significative chez les femmes, quel que soit le groupe d'âge. Elle est légèrement plus forte dans le groupe d'âge des 40-54 ans, mais elle est significative également dans les plus âgés. Et on avait regardé également les différences de cet indicateur par niveau de diplôme. On n'avait pas de différence déjà en 2006. On n'en a toujours pas en 2015 quand on regarde cet indicateur global sur le niveau d'activité à la fois modéré et élevé. On a des choses un peu différentes qui se passent entre les niveaux de diplôme les plus importants quand on regarde uniquement le niveau élevé d'activité physique, mais que je n'ai pas repris ici. Concernant maintenant la sédentarité, donc avec le premier indicateur sur le niveau global de sédentarité, c'est-à-dire le temps quotidien passé dans des activités sédentaires, 90% passent 3 heures par jour ou plus dans des activités sédentaires, c'est-à-dire c'est le regroupement là, des niveaux modérés et élevés. En moyenne, les adultes passaient 6h35 dans des activités sédentaires. On n'avait pas non plus de différence là, quand on regardait selon le diplôme des gens. Et puis, ce qui nous a semblé aussi intéressant de regarder là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le niveau de sédentarité n'est pas incompatible avec un niveau d'activité physique. Et par contre, ce qui est intéressant d'aller pointer ici, ce sont les personnes qui sont à la fois
dans un niveau d'activité physique bas et en même temps dans un niveau de sédentarité élevé. Donc ça concerne 17% des hommes et 22% des femmes, donc qui cumulent ces deux facteurs de risque de niveau d'activité physique à la fois bas et d'un niveau de sédentarité élevé. Autre indicateur de sédentarité chez les adultes toujours, donc là c'était le temps écran, je vous rappelle c'est le temps global passé devant un écran quotidiennement, en dehors des heures de travail. Vous voyez que le temps écran passe, alors globalement il est passé de 3h20 à 5 heures, plus de 5 heures, presque 5h10 par jour, entre 2006 et 2015. Vous avez une augmentation chez les hommes qui était de 1h32, donc on est passé d'un peu moins de 4 heures à un peu plus de 5 heures chez les hommes. Et on a une augmentation qui est plus importante chez les femmes, puisqu'on est passé de 3 heures par jour à 5 heures. On retrouve également ce rattrapage des femmes quand on regarde le pourcentage d'adultes qui passaient 3 heures ou plus par jour devant un écran. Chez les hommes, cet indicateur est passé entre 2006, NNS, 59% à 80% en 2015. Donc 80% des hommes passent 3 heures ou plus par jour devant un écran. Et chez les femmes, on était seulement à 48%, je dis seulement, mais c'était déjà beaucoup, mais on était à 48% de femmes qui passaient 3 heures ou plus devant un écran en 2006. Et les femmes ont rattrapé, donc là aussi, les hommes sur cet indicateur, parce qu'elles sont également à 80% à passer 3 heures ou plus par jour devant un écran en 2015. L'augmentation touche toutes les classes d'âge. Et là, je vous ai mis le graphique sur les niveaux de diplôme. Et on voit que l'augmentation est présente dans tous les niveaux de diplôme. Elle est plus ou moins importante. Elle est significative partout, là aussi. Elle est un peu plus importante chez les femmes. On retrouve là l'augmentation plus importante. Donc chez les femmes, elle se retrouve également à chaque niveau de diplôme de ces femmes. Ça, c'était pour les adultes. Donc maintenant, je passe aux enfants. D'abord, le groupe des 6-10 ans. Donc un premier graphique qui vous donne les niveaux d'activité physique des enfants, donc en bas, modéré, élevé. Toujours, je vous rappelle que pour les enfants, le niveau recommandé correspond en gros à la classe élevée qu'on avait définie ici. On est autour de 18%, que ce soit chez les garçons comme chez les filles, avec quasiment pas de changement entre 2006 et 2015. Par contre, on s'aperçoit chez les garçons qu'on a une augmentation significative d'enfants que je qualifierais d'inactifs, qui se retrouvent dans un niveau qualifié de bas au niveau activité physique. Donc on est passé de 4,8% à 27%, avec une diminution à peu près identique dans le groupe des modérés. Et on a également une augmentation qui est un peu moins franche chez les filles, mais quand même une augmentation de ces filles qui sont classées dans un niveau d'activité bas. C'est tout pour cette diapo, j'ai tout dit. Voilà, là, il s'agit des 11-17 ans. Donc, pareil, là, le niveau requis pour ces enfants, c'est toujours le niveau, ce que nous, on a appelé le niveau d'activité physique élevé. Donc, on est autour de 30, entre 28 et 40% chez les garçons, que ce soit entre 15-17 ans ou 11-14 ans. On est dans des niveaux un peu plus bas, autour de 20% chez les filles, avec des différences entre 2006 et 2015 qui n'ont pas évolué globalement. On note quand même une augmentation du niveau bas de l'inactivité, notamment chez les filles. Et on peut noter aussi donc un tiers des garçons et moins d'un cinquième des filles atteignent le niveau élevé. On est autour des 20 ou 30% dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'était pour l'activité physique. Pour ce qui est de la sédentarité, donc chez les enfants, on a uniquement des données dans Esteban sur le temps passé devant les écrans. Si on regarde d'abord de façon verticale par groupe d'âge, on s'aperçoit que chez les 6-10 ans, il y a une augmentation bien sûr du temps passé devant des écrans, de 33 minutes chez les garçons et de 18 minutes chez les filles. Les différences sont significatives entre les garçons et les filles. Globalement, les garçons sur l'ensemble des classes d'âge passaient 4h29 devant les écrans, les filles 3h55. Donc il y a une différence selon les garçons et les filles, mais qui est dans ce groupe d'âge des 6-10 ans, c'est là où elle est le moins marquée. Dans le groupe d'âge des 11-14 ans, les garçons ont augmenté leur temps d'écran d'1h30, plus d'1h30. Ils passent d'un peu moins de 4 heures à 5 heures. Et les filles ont augmenté leur temps d'écran de 1 heure, un peu plus.
Pareil, là, on a une différence chez les filles qui commence à apparaître, mais qui n'est pas énorme. Et par contre, chez les 15-17 ans, par contre, là, on a une augmentation là, qui est chez les garçons énorme, de 2 heures, plus de 2 heures et demie. On passe de moins de 4 heures à plus de 6 heures par jour devant un écran. Et chez les filles, on a une augmentation aussi qui est conséquente de près d'1 heure et demie. Augmentation donc, qui était qu'on retrouvait quand même dans toutes les tranches d'âge, qui était quasiment importante à chaque fois. Alors, pareil, on a repris également l'indicateur du pourcentage d'enfants passant 3 heures ou plus par jour devant un écran. Donc l'indicateur globalement augmente de 43% en 2006 à 61%. Les écarts entre filles et garçons s'accroissent entre les deux périodes, 2006 et 2015. Également les écarts entre classes d'âge. On s'aperçoit que le pourcentage des 15-17 ans augmente plus que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Dans chacune des classes d'âge, l'augmentation est significative. Là. On passe de 30% à 50% chez les garçons de 6-10 ans, de 53% à 72% chez les garçons de 11-14 ans, et de presque 60% à presque 90% chez les garçons de 15-17 ans. Les augmentations sont un tout petit peu plus faibles chez les filles, mais toutes les augmentations sont significatives quand même. On avait déjà remarqué en 2006 une légère différence dans le temps passé devant des écrans entre les enfants dont la personne de référence du ménage avait un niveau inférieur au niveau de diplôme. Cet écart moyen reste également en 2015, donc une différence de temps passé devant les écrans selon le diplôme de la personne de référence. Okay. Je crois que j'ai quasiment fini. Voilà. Donc en guise de conclusion, donc en 2015, sur les résultats d'Esteban, on montre quand même qu'il y a un niveau d'activité physique qui reste faible, une sédentarité globalement, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes, qui a beaucoup augmenté. En 10 ans, oui, les points un peu clés à retenir, c'est qu'en 10 ans, et ils étaient repris dans les diapositives tout à l'heure, on a une baisse de 16% de la proportion de femmes physiquement actives, donc qui remplissent les recommandations de l'OMS, et cette baisse est particulièrement marquée chez les femmes de 40-54 ans. On a globalement une augmentation importante de l'inactivité, et plus spécifiquement chez les enfants, que ce soit les garçons et les filles de 6-10 ans, et globalement, mais ça on la retrouve partout chez les adultes, chez les enfants et quel que soit l'âge, une augmentation très importante donc, du temps passé devant un écran. Les seuls points positifs sur l'évolution entre les données de NNS et d'Esteban, elles concernent donc les hommes de 40-54 ans où on avait une légère augmentation de l'activité physique, également qui était significative là, pour les hommes de 40-54 ans. Et on voit également une petite augmentation de l'activité physique, du niveau d'activité physique chez les 15-17 ans, chez les garçons. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions. Merci beaucoup. Alors, en fait, on est un petit peu contraint par l'organisation générale, c'est-à-dire que là, on va vous proposer une petite pause. Ensuite, il y aura une autre intervention sur la vulgarisation, entre guillemets, des recommandations, justement, pour lutter contre cette inactivité physique et sédentarité. Et c'est à l'issue de cette deuxième présentation qu'on fera une série de questions avant de passer aux autres présentations. Donc là, je vous propose qu'on se retrouve ici dans 20 minutes, donc à 16h, on commencera pile à l'heure pour essayer de tenir les délais, puisqu'il y a encore plusieurs présentations très intéressantes qui vous seront proposées. Voilà, donc un petit 20 minutes de pause.